Quel est le parasite le plus résistant? Une bactérie? Un virus? Un ver intestinal? Ce que Monsieur Cobb essaie de vous expliquer, c'est... Une idée. Très résistante et très contagieuse. Une fois que le cerveau est sous l'emprise d'une idée, celle-ci est presque impossible à éradiquer. Une idée qui est entièrement façonnée, pleinement intégrée, ça s'incruste là-dedans quelque part. Si tout ce que l'on croyait être n'était qu'en vérité un masque biologique. Amour, haine, ambition, opinion politique, tout ça ne serait qu'une grande illusion. Ce ne serait rien de plus que les instruments d'un code, plus ancien que nous, plus froid, plus patient. Le gène. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter un livre écrit par Richard Dawkins, Le gène égoïste. Selon ce livre, on ne serait que des pantins, manipulés par nous-mêmes et par nos gènes. Richard Dawkins, il a donc été formé à Oxford. Élève du grand éthologue Nicholas Steenbergen, qui a d'ailleurs obtenu un prix Nobel, il écrit Le gène égoïste en 1976. Il a donc 35 ans. Et il va complètement renverser le darwinisme classique. Petit rappel, Darwin, c'est l'inventeur de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est quoi? Pour faire simple, la sélection naturelle, c'est ce mécanisme qui va permettre aux individus les plus adaptés à leur environnement de survivre et de mieux se reproduire que les autres. Moins adaptés, plus faibles, qui disparaîtront donc. Pour donner un petit exemple, on peut donner l'exemple d'un lapin, un lapin blanc, qui de par son pelage et parce qu'il habite dans la neige, arrivera donc à mieux se camoufler. Là où un lapin noir va se faire becter au bout de 2 secondes. Et jusque-là, on pensait donc que la sélection naturelle, elle se faisait d'un point de vue individuel. Le plus fort survit, le plus faible meurt. Mais Dawkins, il dit non. Le vrai niveau de sélection, c'est le gène. C'est pas les lions, les gazelles ou les hommes qui se battent pour survivre. Ce sont leurs gènes, qui utilisent les corps comme des véhicules temporaires. Nous, humains, on ne serait que des machines à survie. Des machines construites pour assurer la perpétuation d'un message génétique. Pour Dawkins, le gène, il n'a pas de conscience, pas d'intention. Pas de morale, mais il agit comme s'il était égoïste. Sa seule logique, elle est donc de se copier. Un gène réussi, c'est celui qui parvient à se transmettre le plus longtemps possible et à travers le temps. Mon corps, ton corps, celui de tout être vivant, c'est donc un véhicule temporaire. Une stratégie de reproduction. Quand tu fais du sport, quand tu séduis, quand tu cherches à dominer, quand tu veux laisser une trace dans l'histoire, tout ça, au fond, ça sert qu'une seule chose, c'est la continuité du code génétique. Rien de plus, rien de moins. Pour illustrer ça, prenons un exemple plus réel, plus concret. Chez les araignées, enfin plutôt chez certaines espèces d'araignées, le mâle se fait dévorer après l'accouplement par la femelle. Si on regarde au niveau de l'individu, c'est complètement absurde. Mais si ce comportement augmente la probabilité que les œufs soient nourris, protégés, et donc que les gènes du mâle survivent, alors le gène gagne. Les gènes se fichent de la survie de leur porteur, ce qui compte c'est leur propre immortalité. Et c'est là qu'entre en scène William Hamilton, biologiste britannique dont les travaux inspireront beaucoup Dawkins. Hamilton, il démontre que l'altruisme, soit le fait de se sacrifier pour les autres, peut en réalité favoriser la survie des gènes qu'on partage. C'est la sélection de parentèle. Un gène peut promouvoir un comportement altruiste s'il aide des copies de lui-même à survivre ailleurs. Très concrètement, on va avoir le cas d'un homme qui va aider, je sais pas, par exemple son frère à survivre. Il meurt, mais son frère, lui, il vit. Et il transmet la moitié de leur gène commun. Résultat, le gène responsable de l'altruisme, il ne survit pas, mais l'autre, oui. Chez les insectes sociaux, comme les abeilles par exemple, ce raisonnement il est poussé à l'extrême. Les ouvrières sont stériles, mais elles travaillent pour la reine, qui partage presque tout leur ADN. Elles meurent heureuses, car leurs gènes, eux, gagnent. Et des études modernes qui ont confirmé ces mécanismes, il y en a plein. Une étude sur les écureuils terrestres de Californie a montré que les femelles alertaient plus souvent les autres quand leurs proches étaient à proximité, quitte à se faire repérer par des prédateurs. En 1999, des expériences sur des rats de laboratoire ont révélé que les individus étaient davantage en congénères, en détresse, si leur odeur génétique était similaire à la leur. Mais là où pour moi le modèle Dawkins va encore plus loin et devient vraiment brillant, c'est quand il étend ce modèle biologique à la culture. Si les gènes sont des unités de sélection biologique, d'une part, les mèmes sont alors une unité de sélection culturelle. Un mème, c'est quoi? C'est une idée, une mode, un comportement qui se réplique de cerveau en cerveau, exactement comme un virus. Une religion, une idéologie, une chanson populaire, un hashtag, le rire de Anime qui imite OSS 117. Tout ça, ce sont des mèmes. Et exactement comme les gènes, les mèmes, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent la reproduction. C'est pourquoi les idées les plus émotionnelles, les plus simplistes des fois, qui jouent sur le pathos, se répandent mieux que les idées complexes et nuancées. Un dogme moral, un slogan politique, tous prospèrent parce qu'ils exploitent notre architecture biologique pour se propager. Nous ne pensons pas nos idées, nous ne sommes pas acteurs. Au contraire, elles se reproduisent à travers nous. Nous ne sommes que des vaisseaux. Et c'est là que pour moi, un deuxième livre intervient, c'est le principe de Lucifer. Howard Bloom, dans son livre, il reprend la thèse du gène égoïste de Dawkins, qu'il extrapole. Il propose une idée vertigineuse. Les civilisations, les idéologies, les guerres, tout cela ne répond qu'à une seule chose, des dynamiques similaires aux gènes. Les humains, selon Bloom, ce sont des super-organismes. Les nations, les religions, les groupes politiques ne sont donc que des grands corps gigantesques animés par des mèmes collectifs. Et comme les gènes, les mèmes veulent se répandre, éliminer leurs rivaux
et se reproduire le plus possible. L'individu n'est donc qu'une cellule de cette entité. Quand une idéologie devient fanatique, c'est simplement un mème devenu viral au sein d'un organisme social. Et ce qui est fascinant ou terrifiant, c'est que les deux principes, ceux de Dawkins et de Bloom, s'accordent. L'homme n'est pas libre, on est déterminé. Non pas, ce coup-ci, comme dirait Spinoza, par un déterminisme très causal, mais par nous-mêmes, par nos gènes. Nous ne sommes que le terrain de jeu de forces qui veulent se répliquer. Aujourd'hui, on est dans une époque qui n'a peut-être jamais été aussi divisée d'un point de vue idéologique. Progressistes, conservateurs, climato-sceptiques, wokistes, extrémistes, de tous bords. Chacun croit penser par lui-même, mais en réalité, chacun est le vecteur d'un même. Une idée qui cherche à se répandre et pas à être comprise. Ça, on le voit bien, les débats politiques modernes, c'est plus des échanges rationnels, c'est juste des débats viraux, juste des batailles de mèmes. Et ce sont les plus viraux qui gagnent, même si ce ne sont pas les plus vrais. Et il suffit d'aller sur Twitter ou sur TikTok, et de scroller un peu. Qu'est-ce qu'on voit? Des mèmes partout. Ils se nourrissent de nos émotions primaires. Colère, peur, appartenance. Ils activent les circuits les plus anciens de notre cerveau, ceux de la sélection naturelle. Et on croit militer, alors que nous ne faisons que propager un code idéologique. Je m'arrête là pour cette courte vidéo. C'est une petite entracte avant la grosse vidéo sur la Rhodésie qui va arriver. Et aussi une petite présentation, parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Surtout le principe de Lucifer qui est beaucoup plus simple à lire que le gène égoïste. Lire le gène égoïste et le principe de Lucifer, c'est comprendre la tragédie de nos consciences. Oui, nous sommes des êtres codés, déterminé. Mais on peut comprendre malgré tout et voir notre propre déterminisme. Mais on peut voir le code malgré tout. On peut être lucide, donc autant l'être et essayer au moins de creuser les filons pour mieux comprendre pourquoi on pense d'une telle ou telle manière. C'est pas un problème de penser d'une telle façon, d'adopter telle idéologie. Mais la moindre des choses, c'est au moins d'essayer de comprendre pourquoi on pense comme ça. Et est-ce que c'est vraiment valable? Et pas juste être un suiveur. Si tu veux plus de lumière, oublie pas de t'abonner, va checker l'Insta, et la bise. Comprendre le gène égoïste, c'est comme lire le gène égoïste et le principe de Lucifer,